On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de la rentrée scolaire au cégep, une rentrée quasi normale. À peu près le même scénario également du côté du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Faisons un bilan de la rentrée scolaire et un bilan tout court des activités du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières avec sa directrice générale Dominique Lachapelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À chaque vague de pandémie amène son lot de nouveautés. Il y a eu la vague 1, la 2, la 3 et la 4 qu'on vit en ce moment. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu droit à une rentrée scolaire quasi normale en 2021? Oui, on a eu le droit à une rentrée scolaire quasi normale. C'est certain que maintenant, on passe des tests rapides, on a eu toutes sortes de consignes. On va avoir bientôt la vaccination qui va être ouverte aux plus jeunes. Donc, quasi normal, mais avec des adaptations, ça c'est certain. Donc, on est encore en adaptation. Donc, c'est une crise qui est très, très longue, qui amène son lot d'insécurité, d'anxiété chez les enfants, mais aussi chez le personnel. Donc, on doit porter une attention là, beaucoup plus particulière à tous ces symptômes-là également. Bon, là, le port du masque, il est requis en ce moment en tout temps dans les déplacements primaires, secondaires? Il est requis actuellement en tout temps. Même durant les cours? Même durant les cours, oui. Primaire et secondaire? Oui. Et le principe des bulles classe, par contre, n'existe plus? Non, il n'y a plus de bulles classe. Il n'y a plus de bulles dans la cour d'école. Le masque n'est pas requis pendant qu'on joue sur la cour d'école parce qu'on est à l'extérieur. Mais le masque est requis en tout temps, pour le personnel également. Là. Et depuis le début septembre, avez-vous vécu quelques éclosions ou, si oui, minimes éclosions? On a vécu, on a une certaine quantité de cas par jour, mais on est dans la moyenne inférieure au niveau de la Montérégie. On a eu quelques cas là, de façon plus préoccupante dans une école primaire là, sur ce territoire-ci, là, un peu plus fortement préoccupante du côté, là, plus du côté là, de Saint-Césaire, secteur Rouville, là, plus ce côté-là. Mais on est quand même dans la moyenne inférieure. Et là, quand il y a un cas déclaré dans une classe, quel est l'impact en ce moment? Tout le monde à la maison, on se fait tester, ils peuvent revenir? La décision se prend par la santé publique. Quand il y a un cas déclaré dans une classe, tout dépendant du port des EPI et tout ça, bien, l'élève est testé. Mais aujourd'hui, on teste nous-mêmes les élèves. Donc, ça améliore de beaucoup là, le roulement par rapport aux cas qui doivent être traités. Là. Donc, par la suite, le parent là, peut aller le faire tester également parce que ça prend au moins 2 tests, là, parce que le test rapide ne suffit pas. Puis par la suite, il y a comme une discussion avec la santé publique. Donc, on peut décider, là, le premier élève n'amène pas là, de retrait de la classe. Le deuxième, oui, dans la même classe. Mais encore là, ça dépend de toute l'analyse qui en est faite. Mais là, j'imagine, avec le temps, vous êtes devenus comme des experts de gestion de cas de COVID, j'imagine. Oui. Oui, on est devenus des experts de ce type-là. Et ce qu'on souhaite profondément, c'est de rester dans notre mandat, qui est un mandat là, de pédagogie, de réussite éducative, de rassurer les enfants. Donc, on a hâte que ça passe parce qu'on doit se concentrer aussi sur la réussite éducative. Vous avez fait allusion tantôt à la vaccination auprès des 5 à 11 ans. Ça va se faire dans vos établissements ou ça va être offert via un peu ça? Ou... Présentement, on est en discussion avec la santé publique. Donc, je pense qu'il va y avoir un premier temps. Là, les parents pourront aller faire vacciner leurs enfants. Par la suite, il y aura sans doute des organisations que nous, on devrons faire là, au niveau de nos établissements scolaires du primaire, parce qu'au secondaire, c'est réglé. Là. Dernière question concernant la COVID. Pour cette rentrée-ci, est-ce qu'il y a encore de l'impact ou non sur le parascolaire, sur les sports, sur le sport-études? Pas sur le sport-études, sur le parascolaire, moins, mais on reste très, très prudent parce qu'on veut pas avoir d'éclosion. Donc, on garde une certaine prudence. On a commencé cette nouvelle saison scolaire avec quoi? 21 000 élèves environ? À peu près, À peu près. Est-ce qu'il y a des fluctuations importantes? Sentez-vous dans les courbes démographiques une augmentation actuelle ou même à prévoir dans les années qui viennent? On est en augmentation de clientèle, en particulier au secondaire. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs demandes d'ajout d'espace. On se souvient là, que l'année dernière, on a demandé une école secondaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a demandé également une école primaire. On a des agrandissements possibles là, dans certains de nos secteurs là, un petit peu plus ruraux.
Du côté ouest, du côté nord, là, on a fait des demandes aussi d'une autre école secondaire dans le coin de Richelieu, Marieville. Et puis, on a des agrandissements aussi qui s'en viennent. On a déposé à peu près 10 demandes d'ajout d'espace au centre de service depuis 2 ans. Parce que là, puis je sais que ça fait l'objet aussi, c'est un des sujets traités dans la campagne municipale en ce moment, mais au-delà de ça, où on dit on a besoin d'une école secondaire, peut-être même 2 écoles primaires, il y a des projets domiciliaires, dont celui de la cour à Boucher à Saint-Luc. Là, ça, c'est pas mal réglé. Peut-être éventuellement un autre projet, on verra ce qui va se passer, mais on sent qu'il y a encore un potentiel de développement domiciliaire qui va amener de facto plus de jeunes dans vos écoles. Donc, les projections vont être quand même assez importantes, là. On suit le développement domiciliaire, là, c'est ça, c'est certain. Puis on est en contact avec l'ensemble de nos municipalités pour les terrains. Parce que, qui dit agrandissement, on peut agrandir une école déjà existante, mais on va avoir dans l'avenir besoin de terrains. Donc, toutes des ententes à faire avec les municipalités. Souvent, ce sont les villes qui donnent les terrains, en tout cas. Ce sont les villes qui donnent les terrains. On essaye d'avoir des modalités là, pour que l'école qu'on construira soit ouverte à la communauté. Moi, je crois profondément que les écoles doivent être ouvertes à la communauté. Mais le plus urgent, c'est primaire ou secondaire? Actuellement, c'est secondaire, le plus urgent. Parce que là, j'ai vu à la polyvalente Racicot, là, j'appelle ça des roulottes, là, mais je sais que ce sont des... Ça s'appelle des modulaires. Des c'est modulaires. Magnifique. On va d'ailleurs bientôt là, les inaugurer. C'est magnifique. Oui, on est en augmentation importante de clientèle au secondaire, donc il fallait placer les élèves. Le manque de locaux, voilà, ça sous-entend là, que... Et ça va être modulaire pendant combien d'années? On sait qu'une école secondaire, quand on demande une école secondaire, ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Donc, on souhaite que ça soit de moins longue durée. Mais on parle de quelques années. C'est ça, c'est quelques années. Et là, dites-moi, les citoyens, en fait, les élèves qui habitent les secteurs Talon à Saint-Luc, Île-Sainte-Thérèse, est-ce que ces enfants-là fréquentent encore aujourd'hui les écoles du centre-ville ici? Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé une école primaire. C'est vraiment là, pour desservir là, la clientèle de Sainte-Thérèse, là, pour qu'on puisse vraiment regrouper dans un quartier, dans le même quartier, les élèves, parce qu'on sait qu'ils sont quand même loin de leur quartier, loin de leur environnement, ces élèves-là. Et les écoles sont pleines, donc on viendra répartir là, la clientèle de façon un petit peu plus homogène. Donc, 80 et Prévert sont complètement à côté, là. Oui, oui. Nos écoles sont très, très pleines. Donc, oui, le trop-plein s'en vient dans le centre-ville, là. Oui, bien, il y a comme vraiment, là, ça se promène là, dans le territoire. C'est quoi l'impact des maternelles 4 ans ici au centre de service scolaire? Bien, il est important, l'impact des maternelles 4 ans. Ça nous permet là, de demander des ajouts d'espace parce qu'on est dans l'impossibilité de poursuivre le développement des maternelles 4 ans parce qu'on manque d'espace. Il faut savoir aussi qu'en Montérégie, on est le centre de service qui a les plus vieux bâtiments. Là. On a beaucoup, beaucoup d'écoles de Duplessis ou d'écoles qui ont été agrandi 3 fois, etc. Donc, c'est pas juste de faire des demandes d'ajout d'espace, c'est aussi de regarder nos bâtiments existants puis les mettre au goût du jour, les mettre au goût du programme de formation de l'École québécoise. Qu'en est-il des élèves à besoins particuliers? Ça aussi, c'est notre préoccupation. Ça fait partie de mes priorités, les élèves avec des besoins particuliers. C'est de leur donner des bons environnements. On a refait là, complètement là, certaines classes pour nos élèves qui ont des besoins particuliers afin là, de pouvoir vraiment là, répondre davantage à leurs défis d'apprentissage. Mais ça reste une préoccupation parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'élèves qui ont le trouble du spectre de l'autisme, donc beaucoup d'élèves TSA. D'ailleurs, on attire les parents là, au niveau là, de cette clientèle-là parce qu'on a une belle expertise. Donc, il faut continuer à développer notre expertise. Mais notre manque d'espace est préoccupant parce que, justement, ça prend aussi de l'espace pour accueillir nos élèves HDA. Pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est un mot ou une phrase à la mode dans tous les secteurs d'activité. Oui. Là, vous me parlez de croissance démographique. Là. Si vous avez plus d'élèves, ça va prendre plus de profs. Oui. Avez-vous suffisamment de profs en ce moment? En ce moment, on a des profs pour chacune des classes, ça c'est certain, mais on est en pénurie de main-d'œuvre parce qu'on en a à peu près 6,39 qui ne sont pas qualifiés, donc qui sont en voie d'être qualifiés, donc qui sont inscrits à une maîtrise qualifiante, etc. Là, il y a plein de structures que les universités offrent actuellement.
On se débrouille quand même bien pour ce qui est du personnel enseignant, mais ça reste fragile. Notre pénurie de main-d'œuvre ne touche pas que les enseignants, elle touche les professionnels de façon assez importante. Elle touche notre personnel de soutien, concierge, secrétaire, etc., techniciens en service de garde, techniciens en éducation spécialisée. On a une bonne pénurie de main-d'œuvre. On est chanceux ici. On réussit relativement bien, mais c'est une situation précaire. On a une pénurie de main-d'œuvre aussi au niveau des chauffeurs d'autobus. Donc, on est en vigie par rapport au bris de service possible. Oui, à ce point-là. Tout ça, là, c'est une gestion quotidienne pour nous. Et au niveau de la suppléance, parce qu'encore là, je fais référence, j'ai vu, moi, récemment, dans mon profil Facebook, défiler une publication, je pense que c'était Resco ou Landry, où on cherche un professeur, une professeure, tel domaine, puis là, ça va quasiment... qualification non requise, là. C'est incroyable. C'est-à-dire, on est rendu là. Bien, des fois, on est rendu à placer des gens là, qui sont moins qualifiés, mais on ne donne pas de contrat à long terme à des gens moins qualifiés. Là. Ça, il faut savoir ça. Là. Et il y a tout un accompagnement qui se fait par les services éducatifs. Donc, il y a ça également là, qu'il faut que les parents le sachent. Là. On ne met pas n'importe qui dans une classe, ça, c'est clair. Comment se portent les finances du Centre de services scolaires? Vous avez déposé votre bilan financier. Oui, on est à 17 millions en déficit. C'est un 17 millions qui s'explique par le fait qu'il y a eu les ententes là, au niveau là, des différents là, syndicats, là, patronats. Donc, suite à ces ententes-là, on devait prendre une réserve pour pouvoir, là, pour l'équité salariale, pour tout ce qui a été là, donné au niveau de ces ententes-là. Donc, au niveau des normes comptables, on n'avait pas le choix là, de déclarer un déficit qui devra être remboursé, qui sera, la plupart du temps, dans historiquement, ces déficits-là sont remboursés par des allocations là, qui vont nous arriver prochainement. Bon, comment se passe la gouvernance du Centre de services scolaires? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était une commission scolaire avec des commissaires élus. Il y a eu une grande transformation. Comment ça se passe, la gouvernance, maintenant? Bien, ça fait 1 an, depuis octobre, le premier conseil d'administration. Ça se passe bien. On a des personnes qui sont vraiment... On est très privilégiés, je trouve, parce qu'on a des personnes qui sont là avec le mandat que l'éducation soit au cœur là, de nos discussions. Le plan d'engagement vers la réussite est au cœur des discussions du conseil d'administration. Ce sont des gens qui commencent à former une équipe parce qu'on a commencé en Teams, en ligne. Là, on se voit, on fait nos rencontres en personne et on est une équipe. Ils ont énormément de respect pour le personnel qui travaille au centre de services scolaires. Ça va très bien. Je trouve qu'on est privilégié parce que ça aurait pu être difficile étant donné qu'on a commencé en ligne et tout ça. Mais non, tout de suite, on est vraiment devenu une équipe. Et ça, je leur en suis reconnaissant. Dernière question. Comment les parents font-ils pour faire valoir leurs points? Avant, ils appelaient leur commissaire, leur élu, ou encore ils se présentaient à l'Assemblée du conseil des commissaires pour la période des questions. Là, maintenant, les parents, ils font quoi pour faire valoir leurs points? Donc, il y a toujours une période de questions là, au niveau des conseils d'administration. Mais tout comme avant, là, les parents, ils nous appelaient aussi. Ils appelaient au service à la clientèle. Ils appelaient Mme Lachapelle. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent, beaucoup de personnel qui m'appellent aussi quand ils ont des inquiétudes et tout ça. Puis on reçoit ça très, très bien. Là. Ça fonctionne bien. C'est vraiment rassurant. Mme Chapelle, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on parle du bilan cette fois au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine, la grande visite, quelqu'un qui a été repêché par les Braves. Absolument, on va faire le bilan de saison des Pirates Maçonnerie Pro Conseil avec le lanceur, voltigeur, frappeur, François Lafrenière. Le Otani des Pirates. En plein, lui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile.
Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il y a quelques instants, on faisait le bilan de la rentrée scolaire au niveau du primaire et du secondaire. Parlons maintenant du collégial, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, avec sa directrice générale Nathalie Baudouin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, je pose la même question qu'à votre collègue Dominique Lachapelle. Avez-vous vécu une rentrée quasi normale? Tout à fait, oui. Je vous dirais que là, les cours sont 100% en présence, des activités d'accueil pour nos étudiants. Donc, tous les cours se font au collège, en présence, depuis le début de la session. Les activités sportives, culturelles, artistiques, toutes les activités, la résidence étudiante, elle est pleine de nos étudiants résidents. Alors, toutes les activités régulières sont reprises. Qu'est-ce qui est encore maintenu ou différent d'une session dite normale? En fait, je vous dirais que, à part les consignes sanitaires, qui sont, ou le port du masque et tout ça, puis la distanciation dans les lieux communs, puis on a installé des tables, des chaises à l'entrée dans le corridor A, dans le collège pour permettre aux étudiants d'étudier, d'avoir plus d'espace, pour permettre la distanciation. Je vous dirais, à toute fin pratique, c'est la seule différence d'une session régulière. Et malgré le déficit d'espace que vous avez, on réussit malgré tout à instaurer cette distanciation? Oui. Puis, je vous dirais que les étudiantes et les étudiants sont très respectueux des règles sanitaires, y compris les membres du personnel du collège. Puis, on a un taux de vaccination exceptionnel, au-delà de 90 pour nos étudiants et nos membres du personnel. Alors, ça, c'est d'excellentes nouvelles. Mais d'ailleurs, dans un établissement scolaire, il n'y a pas de contrôle de passeport vaccinal. Donc, il y a toujours potentiellement un 10 de personnes non vaccinées, mais ça, on vit avec ça parce que c'est un service essentiel et non pas un restaurant ou une salle de spectacle. Tout à fait. 93, je vous dirais, 93 près de 93 de l'ensemble du personnel, puis 91 de nos étudiants. Et on n'a pas eu d'éclosion. Bien, ça, c'était ma prochaine question. Donc, pas eu d'éclosion depuis le début de la rentrée scolaire? Depuis le début de la pandémie, nous n'avons pas eu d'éclosion au Cégep Saint-Jean. Un des rares cégeps? Je sais qu'il y a des cégeps qui ont eu des éclosions. Je n'ai pas la liste. Je sais que les établissements sont indiqués sur le site de l'INSPQ, les cégeps qui ont des éclosions. Je n'ai pas suivi ça de près pour les autres établissements, mais moi, je peux parler pour Saint-Jean. C'est vraiment excellent, là. Donc, 100 des cours en présentiel, donc il n'y a plus aucune alternative. Donc, un étudiant qui voudrait être à la maison ne le peut plus, dans le fond. Non, exactement. Tous les cours se font en présence, donc il n'y a pas de mode hybride, à part la formation continue. Évidemment, mais ça l'était aussi, là. Oui. Ouais. Bien, écoutez, puis ça répond à un besoin de notre clientèle adulte, là. Comment le personnel ou les étudiants eux-mêmes réagissent à ça? Est-ce que dans les premiers jours ou les premières semaines, un peu de réticence à revenir au collège, à ne pas... Est-ce qu'il y a eu de la résistance ou pas beaucoup? Je vous dirais de la réjouissance. Plus de la réjouissance que de la résistance. Oui, mais oui, vraiment. Ouais. Les gens étaient contents, les étudiants étaient contents, heureux d'être de retour, les membres du personnel aussi. Vraiment, il y a quelques petites craintes de départ qui ont été exprimées, mais on a rassuré les gens, là. Et les gens ont vu qu'il y avait un respect, là, de la part de tous et de toutes. Alors, ça se passe très bien. Et le port du masque, ça se vit bien malgré la contrainte? Ça se vit très bien. Très, très bien. Les gens sont contents d'être de retour dans un contexte on oublie le masque. normal. On est tellement content d'être là qu'on oublie... Oui, on n'a pas eu vraiment de commentaires à cet égard, là. Qu'est-ce que ça change pour avoir vécu les deux, avoir vécu l'avant-pandémie, avoir vécu le moment où on était dans la pandémie avec toutes les restrictions qu'on sait, et de fait de revenir? Est-ce qu'on apprécie davantage? Est-ce que le personnel, les étudiants eux-mêmes apprécient davantage le fait d'être présent dans le collège? Je peux vous dire qu'à travers les commentaires, oui, on reconnecte avec notre milieu, avec nos étudiants, et on voit l'importance de la vie collégiale, que la vie d'un cégepien, d'une cégepienne,
Ça se passe dans les interactions, dans la socialisation. C'est des jeunes adolescents qui deviennent de jeunes adultes. C'est des adolescents qui deviennent des adultes. Ouais. Donc, c'est un milieu de vie, hein, les cégeps. Alors, c'est ce que ça nous a frappé là, au retour. Est-ce que c'est aussi un retour à la normale pour tous les sports? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'équipes de géants. Je ne parle pas juste du football, mais tous les autres sports où on a des équipes. Est-ce que ça aussi, c'est le retour à la normale? C'est le retour à la normale. Vraiment, au niveau de toutes les équipes intercollégiales, les équipes sportives, les activités culturelles, cégep en spectacle, finale locale, ça s'en vient. Donc, Intéressant. Oui. Mais ça me fait penser, parce que le printemps dernier, j'avais reçu un de vos étudiants qui venait, je ne sais pas trop, de Sept-Îles ou de Bécomo, qui était venu au cégep à cause des sports. Et finalement, pauvre lui, mais il n'a pas fait de sport de l'année. Il était tout seul dans son appartement à Saint-Jean à ne pas connaître personne alors qu'il venait de la Côte-Nord. Donc là, lui, il doit être content. Je ne sais pas s'il est encore chez vous, mais en tout cas, ce profil d'étudiant-là qui est venu à Saint-Jean pour ça, bien là, au moins cette année, il a son sport. Ah oui, tout à fait. Toutes les activités sont vraiment offertes aux étudiants, tout à fait. Mais pour les activités parascolaires, il faut quand même le passeport vaccinal. Ça, on a décidé, parce qu'on a eu une approche proactive et de prudence depuis le début de la pandémie. Alors, on a décidé, comme d'autres collèges également, pour ces activités-là, étant donné la proximité et tout ça. Et le résultat final nous indique aucune éclosion. Ouais. Je pense qu'on a pris les bonnes décisions. On a combien d'élèves inscrits cette année au Cégep Saint-Jean? Près de 3 000. Près de 3 000? Oui. De mémoire, on en a déjà eu près de 3 500 à un certain moment. 3 004. 3 004, hein? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on en a eu 3 004 et qu'on en a 3 000 cette année? Bien, on a eu une baisse démographique au niveau de notre bassin premier, là, au niveau de Saint-Jean. Donc, c'est essentiellement la baisse démographique qui explique cet écart-là. Mais on s'en va vers une augmentation. Parce que, regardez vos collègues du Centre de services scolaires qui ont des projections assez hallucinantes, principalement au secondaire. C'est à se dire que dans 3, 4, 5 ans, forcément, tout ce monde-là va être chez vous, là. Oui. Vos projections, ils montrent quoi? Une croissance de 200, 300, 500 élèves dans les prochaines années? En moyenne, je vous dirais, dans un an, une centaine. Jusqu'en 2029, 3 600 étudiants sont attendus et c'est pour ça qu'on a fait une demande de financement pour les agrandissements à cet égard. Bon, ça, c'est mon autre question maintenant. Où est rendu ce dossier-là? On a taquiné un peu le député Lemieux la semaine dernière en entrevue. On avait taquiné aussi sa ministre de l'Enseignement supérieur qu'on avait dans un autre dossier pour le Collège militaire. Bref, est-ce que ça chemine? Est-ce que ça chemine bien, cette demande-là? Ça chemine très bien. Je vous dirais qu'on va avoir des nouvelles sûrement à l'hiver. C'est ce qui a été annoncé par le ministère. On a eu une rencontre le 31 août dernier avec la direction des infrastructures pour répondre à certains questionnements en lien avec la demande qu'on a fait. Mais on a fait une demande vraiment exhaustive et très détaillée en lien avec les agrandissements. Donc, on est confiant là, d'avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Là. Dans le meilleur des mondes, une fois l'acceptation gouvernementale, et puis, bon, les appels d'offres et tout le processus, pour être capable d'accepter les 3 600 futurs étudiants totaux qu'on aura dans quelques années, au mieux, il faudrait commencer à bâtir quand? Bien, le plus rapidement possible, évidemment, parce qu'avec la pandémie, on le sait que c'est pas simple d'avoir les fournitures, d'avoir aussi les expertises et tout ça. Mais on est prêt. Nos équipes sont prêtes et je vous dirais que ça va se faire en phase. Donc, il va y avoir une première phase, une deuxième phase et le fait qu'on va augmenter d'année en année jusqu'à 2029, bien, ça va quand même nous laisser le temps de démanteler nos modulaires, de réaménager. C'est un jeu de domino parce qu'il va y avoir des nouvelles classes. Là, on a 2 nouvelles classes à apprentissage actif qu'on a installées pendant la pandémie et qui sont très populaires là, à l'heure actuelle. Donc, c'est des classes vraiment avec une pédagogie vraiment différente. Alors, ça, on a 2, mais on espère en avoir d'autres également au cours des prochaines années. Quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés cette année? Je comprends que là, il y a ce gros projet-là qu'on veut piloter et mener à bien, mais au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés? Bien, écoutez, là, ça va être de continuer à travailler au niveau de notre plan stratégique, au niveau du développement, mais ça se passe bien là aussi, au niveau du développement durable. On a eu une nouvelle forêt nourricière qu'on a installée devant le collège. On a gagné des prix au niveau du développement durable. Donc, on est très proactif et on pense qu'avec la pandémie, les changements climatiques,
de former nos étudiants, d'intégrer dans la pédagogie, le développement durable. Ça va être nos défis à venir. Il y a beaucoup d'entreprises aux prises avec des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Ça touche le fédéral, le provincial, les municipalités, le cégep, le centre de services scolaires. Bref, tout le monde essaie de faire sa part. Est-ce que vous sentez une pression pour que le cégep puisse, dans sa juste mesure, aider à contribuer à régler cet enjeu de société qu'on a? Et évidemment, on est très interpellés. Je pense qu'il y a énormément de besoins. On nous le dit et on agit le plus possible avec proactivité. Par exemple, à la formation continue, on a une nouvelle formation pour les infirmiers et infirmières auxiliaires. Donc, une formation plus courte, mais avec une formation de qualité, une qualité d'enseignement. Et ça, c'est avec notre CIS, justement, on a travaillé et on a des étudiantes, en fait, là, oui, principalement, qui sont présentement aux études, là. Donc, le collège est très proactif pour répondre à ces besoins-là. Beaucoup de recrutement auprès des jeunes, beaucoup de recrutement auprès des étudiants, l'importance de la requalification au niveau de la formation continue, donc des gens qui peuvent retourner aux études dans des postes qui sont fort intéressants, je vous dirais, aussi bien rémunérés. Donc, on est vraiment un partenaire, je pense, très proactif. Nathalie Beaudoin, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Chance à vous. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tient en ce moment un sondage sur l'expérience citoyenne, surtout l'expérience en ligne ou des services à la communauté. Vous pouvez vous inscrire, aller sur le site de la Ville. Vous avez jusqu'au 14 novembre pour remplir le formulaire en question. Donc, n'oubliez pas qu'à tous les dimanches matins à 9h30 en direct, on a toujours notre traditionnel télébingo avec plus de 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.